Merci de m'accorder la parole, chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis devant vous parce que, eh bien, le 30 janvier de cette année, nous avons célébré le 100e anniversaire de décès de général Ulrich Wille. C'est une grande manifestation. Nous n'avons même pas pu accueillir tout le monde et c'est d'autant plus que je suis content d'être ici devant vous. Alors, j'appelle Ulrich Wille un instructeur, un rédacteur, un professeur et un général. C'est un titre très spécial. Pourquoi? Parce que Henri Gisan n'était ni instructeur, de toute façon pas en première fonction, il n'était pas rédacteur, il n'était pas professeur, mais il était général. Général, Wille et Guisan l'étaient tous les deux. Mais qu'est-ce qui est particulièrement intéressant? Ce qui est intéressant, c'est de retracer le parcours de Ulrich Wille qui, vu le contexte suisse, était très particulier. Je vais commencer en vous parlant de son activité d'instructeur ici sur la place d'armes de Thun. Il était instructeur en artillerie, il ne faut pas l'oublier. Ulrich Wille est né en 1848. Déjà en 1876, il était lieutenant et ensuite, songez-y, en 1869, il est déjà titulaire d'un doctorat en droit à Heidelberg. Ensuite, il fait l'école d'instructeur pour devenir ensuite en 1872 instructeur d'artillerie et il va commencer à travailler à la place d'armes de Thun. Imaginez-vous alors, mais quelle est sa base? Il était, il était suisse. Après la Révolution, toujours aller à l'avant. N'oubliez pas qu'il est né à Hambourg. Sa maman était une fille d'un propriétaire de navire, mais ils sont revenus en Suisse. En Suisse, ils ont pu acheter un bien à Riederfeld. Le papa de Villet était publiciste, sa maman était écrivain aussi, donc cela témoigne du fait qu'il était bien formé et bien éduqué. Il a suivi l'école publique de Meilen, mais ensuite il a bénéficié de l'enseignement par ses parents. À 17 ans, il passe l'examen d'admission de l'université de Zurich, où il va étudier le droit, où il va faire son doctorat à Heidelberg. Et ensuite, il va devenir instructeur en artillerie. Alors, c'était un cas rare que de voir des personnes ayant fait des études universitaires devenir instructeur militaire. Il arrive à Thun, d'abord il était lieutenant, ensuite lieutenant-chef, ensuite il devient capitaine en 40. En 76, il ne fait pas partie de l'état-major alors qu'il était inclus sur la liste. Ensuite, à Thun, il va déployer, développer une activité très spécifique. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va s'atteler à la tâche de développer l'activité de l'instructeur. Elle était fortement formalisée, mais il l'a réformée. Nous devons remercier Ulrich Wille du fait que les sous-officiers et les officiers soient aujourd'hui intégrés dans la formation des recrues et des soldats, ce qui n'était pas le cas avant. Ulrich Wille était absolument de l'avis que le cadre de l'armée devait participer à l'instruction des recrues, des soldats. Et Wille était donc en même temps un instructeur très ambitieux et en même temps, il est devenu écrivain. Il s'est mis à l'écriture et il va continuer à être écrivain tout au long de sa vie. Moi, je pense qu'il était un maniaque de l'écriture. J'ose le dire parce que dès qu'il se sentait sous le coup de l'émotion pour un sujet, eh bien, il prenait la plume en main. Ensuite, à Thun, il commença non seulement à instruire, à former, mais en plus, et ça lui tiendra à cœur, il
s'est mis à éduquer. Et il est allé très loin dans cet objectif. Il a même acheté une revue. Il a acheté la revue de l'artillerie et du génie militaire. Imaginez-vous cela. Donc, il était motivé par une motivation missionnaire. Il a voulu avoir de l'influence sur toute l'armée suisse. Il a donc acquis sa propre revue et souvent, donc, il a publié des publications propres, souvent en accusant donc l'armée suisse de mal fonctionner. Il a dit que l'approche de l'armée suisse était mauvaise. À son avis, il fallait savoir discipliner les soldats. Il savait savoir être le leader des soldats. Ça, c'était son très grand objectif. La discipline, donc, sa méthode d'instruction a fait fureur et a fait que le Conseil fédéral a décidé de faire de lui l'instructeur suprême de la cavalerie suisse, alors qu'il n'était pas un cavalleriste. Et ça, c'est une information pour les collectionneurs entre vous. Ulrich Willet va d'abord donc porter la coiffe noire pour être instructeur suprême et ensuite il va devenir responsable des armes de la cavalerie suisse, ce qui est encore très particulier, à savoir qu'un instructeur tout à coup est donc nommé pour être responsable d'un autre type, d'une autre unité de l'armée, unité où il va avoir beaucoup de succès, un succès qui, puis-je le dire, eh bien, l'a rendu un peu trop enthousiaste parce que Ulrich Willet était tellement persuadé de sa propre approche en matière d'instruction. Il était sûr qu'il était un véritable expert militaire. Et là, il a voulu opérer une coupure très nette entre la politique, les droits civiques du milicien suisse et l'armée. Il a donc voulu opérer une distinction claire et il l'a fait avec succès. Il a rédigé des textes dans lesquels il disait que l'armée suisse était dépourvue de toute discipline. Mais il y a eu un vent contraire qui s'est levé. Il y a d'autres chefs des armes qui ont dû dire que l'armée suisse avait de la discipline et qu'on n'avait pas besoin du soutien de Ulrich Willet. Donc il y a eu une dispute entre deux tendances, la tendance de Ulrich Willet qui était nouvelle. Willet disait toujours qu'il fallait insuffler un esprit nouveau dans l'armée suisse. L'autre camp adverse prétendait que cet esprit militaire régnait déjà dans l'armée suisse, que la discipline était établie dans la formation suisse et ses adversaires s'appelaient donc les nationaux. Vous voyez ici Willet parmi les instructeurs de cavalerie et directement derrière lui, vous apercevez son concurrent, disons-le ainsi, c'est M. Mark Walder. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le Conseil fédéral va nommer M. Mark Walder en tant que colonel, va lui soumettre une brigade de cavalerie et Willet, en tant que responsable des armes, trouve qu'il est inadmissible de nommer cette personne sans le consulter. Il a prétendu qu'on ne pouvait pas procéder à une telle nomination sans avoir consulté le chef des armes. Et il y a eu donc un grand conflit entre lui et le Conseil fédéral. Pourquoi? Parce que le Conseil fédéral a dit que, eh bien, le chef des armes devait être nommé par le Conseil fédéral, c'était de sa compétence. Et Ulrich Willet a donc proposé de démissionner. C'est allé très loin. Le Conseil fédéral a finalement donc dit on ne va pas accepter d'être mis sous pression par toi, Ulrich, dans une telle question et tu dois partir. Le Conseil fédéral va donc accepter la proposition de démission de Ulrich Willet. Ça encore, c'est un cas très particulier et donc un moment très spécial dans la carrière de Ulrich Willet. Et ensuite, donc, sa très belle
carrière en tant que chef des armes de la cavalerie va prendre fin. Il construit au Kirchenfeld de Berne un très beau chalet, une villa qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et malheureusement, Ulrich Wille, en 1896, est obligé de retourner à Meilen, à Mariafeld, pour essayer de trouver une nouvelle activité. Et là, surgit à nouveau Ulrich Wille en tant que rédacteur, en tant qu'écrivain militaire. Et là, nous retrouvons Wille avec sa fonction de porteur d'un message missionnaire, si vous voulez, et il redevient donc l'auteur d'écrits, de textes sur l'armée. Il faut comprendre la chose suivante. Quel est le diagnostic que nous pouvons établir? Le diagnostic Wille était que les soldats n'étaient pas bien éduqués, ils n'étaient pas bien formés et qu'il fallait que les officiers aient assez d'autorité auprès des soldats. Et ça, c'est la particularité de Wille que de s'être focalisé sur les officiers et pas seulement sur les soldats. Quelle est son approche? Il voulait donc que l'on fasse des exercices systématiques, mais il ne voulait pas que ce soit uniquement des exercices mécaniques, il voulait que ce soit une éducation des soldats. Il voulait que les soldats soient pleinement attentifs pendant les exercices, une attention qui devait être mise à profit par les officiers pendant la bataille. Bien évidemment, il se basait sur la révolution des champs de bataille des années 1870 qui s'est poursuivie jusque dans la Première Guerre mondiale. Voilà donc pour son credo. Selon Wille, la discipline n'était autre chose qu'une éducation à la morale. Je le cite. La discipline dont nous avons besoin aujourd'hui, une discipline qui a fait la victoire des troupes allemandes dans la guerre de 1870 et 71, n'est autre chose qu'une habitude, donc l'acquisition d'une discipline morale dont la continuité sera garantie par la bonne conduite des responsables. Vous voyez donc son credo qui va se répéter toujours dans ses écrits. Il se base sur l'exemple des guerres de 1870. En 1869, il va devenir lieutenant. Il va donc suivre cette guerre. Il a des liens très étroits avec l'Allemagne en raison de ses parents déjà. Il va épouser ensuite une Madame von Bismarck, qui a un lien de parenté lointain avec le grand Bismarck. Il est donc effectivement intéressant de constater que Madame Bismarck, donc Madame Wille, est d'accord de venir vivre à Thun. La plupart des enfants de Wille naissent à Thun, qui siège, Wille lui-même siège au conseil de la ville de Thun. Donc il est essentiel de savoir qu'il avait des liens très étroits avec l'armée prussienne, des liens qu'on va lui reprocher par la Suisse. On répète régulièrement, ben, ça sent la Prusse par ici, lorsqu'on parle de Wille. Et donc, à partir des années 1880, on va régulièrement avancer l'argument justement de la trop grande proximité entre Wille et l'Allemagne et son orientation excessive vers l'Allemagne au niveau militaire, pas politique probablement, je dirais. Et cela se poursuit jusqu'en 1918 et même pratiquement au-delà que donc ce flot de critiques que l'on va prononcer à l'encontre de Wille, que l'on a donc appelé une personne trop orientée sur le militaire prussien. Je vous donne ici des images. Eh bien, le célèbre Clément qui a fait de magnifiques caricatures militaires sur la Première Guerre mondiale. Et il a
dit donc dans ses caricatures que la discipline selon Villet ne correspondait pas à l'esprit suisse. Et vous voyez justement cette critique, les exercices, le drill à la prussienne, et vous voyez que l'instructeur suisse va porter ce casque à piquet prussien, et vous voyez donc ces exercices de discipline selon Villet, alors que Villet ne voulait pas chicaner ses soldats, il ne voulait pas leur exiger des soldats euh, 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 obéissance aveugle, alors qu'on le lui reprochait. Alors, on appelait ça de Kadavergehorsam, c'est l'obéissance du cadavre, donc sans objection. Villet va donc être licencié par le Conseil fédéral. Après son conflit, il sera sans travail, il va se livrer à des travaux de journalisme et il va ensuite établir les projets d'une constitution de la défense suisse. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a quand même tenté de montrer sur le parquet politique. Il s'est porté candidat au Conseil national suisse et il a voulu devenir membre du conseil de la ville de Zurich. Villet, pourquoi est-ce qu'il s'est porté candidat? Eh bien, il n'avait pas de travail, il était à la recherche d'un emploi. Et là encore, nous constatons une chose qui est très particulière au vu de l'histoire militaire suisse, à savoir que Villet va devenir professeur. Sur quelle base? Avant 1900, se constitue un comité pour le relancement de Ulrich Villet. Il s'agit de personnes qui prétendent que si on veut faire avancer la Suisse, on ne peut pas donc renoncer au service de Ulrich Villet. Vous voyez ici Villet avec sa fille dans le jardin de Maria Felden et vous voyez sur cette photo son épouse que l'on voit au premier plan, Clara Villet von Bismarck. Ensuite, vous voyez sur la photo le président de la Chambre de commerce zurichoise. Au centre, en uniforme, une figure célèbre que vous connaissez probablement. Il s'agit de Fritz Gertsch. Fritz Gertsch étant un partisan absolu de Ulrich Villet. Si vous voulez, il fait les menus travaux pour Ulrich Villet. Et tout à droite, vous voyez le professeur Affolter. Il était déjà professeur au sein de l'unité de sciences militaires de l'EPF de Zurich, que ce professeur Affolter. Et on lance donc ce projet qui vise à lancer à nouveau Ulrich Villet. Comment cela va-t-il se faire? Affolter était membre d'un conseil d'administration de la Zürcher Post. C'était un journal des démocrates de Zurich qui n'existe plus. Et on a donc lancé une campagne pour combattre les adversaires de Villet, campagne contre Mark Walder, contre le chef commissaire de guerre à qui on reprochait de petites irrégularités. On en accable aussi le chef de l'infanterie. Donc on essaye de décapiter les adversaires de Villet par les biais des médias, par la presse. Il ne faut pas l'oublier, ce qui a fait que Ulrich Villet, en l'an 1900, est devenu divisionnaire de milice à l'âge de 50 ans, 52 ans, un âge considérable, donc assez tardivement. Il a souvent souffert du fait que on n'ait pas voulu le nommer divisionnaire avant l'année 1900. Il était donc divisionnaire de milice, pardon, et il est donc nommé divisionnaire de la milice. Pourquoi? Parce que le commandant du 3e corps de milice tombe de son cheval. Il va devenir très rapidement commandant de corps du 3e corps de l'armée de la Suisse orientale. Ça, c'est donc une première base militaire, mais ensuite, il va être nommé aussi enseignant
à l'EPF de Zurich dans l'unité de sciences militaires de Zurich. Il va devenir professeur. Ça, ce n'est pas un croquis qui a été fait pendant l'une de ses conférences à l'universitaire, mais plutôt à Stans, où il va donc se présenter pour euh, prononcer des arguments en faveur de cette constitution militaire. Alors, ce croquis illustre sa posture. Vous devez savoir qu'il ne formulait jamais rien par écrit, il notait quelques mots-clés et ensuite il s'exprimait librement. Il faut savoir une chose, Billet était très éloquent, sous forme écrite comme sous forme orale, mais surtout lorsqu'il écrivait. Et en écrivant, il était donc supérieur à tous les officiers suisses, ce qui était lié justement à sa base de bonne bourgeoisie éduquée allemande. Ensuite, en 1911, il devient le fondateur de l'école militaire, comme on l'appelle. Il s'agit donc d'une école spéciale pour la formation des officiers de l'armée suisse. On donc, doit en remercier Ulrich Wilmé. Ensuite, cette école a été renommée pour devenir l'Académie militaire. À l'époque, on parlait encore de l'école, du rapport de l'école, mais justement, cela reposait sur le fait qu'anciennement, ça s'appelait l'école des officiers. Alors, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une renaissance de Villet qui est passé aux oubliettes et il redevient ensuite donc le détenteur de pouvoir d'interprétation par rapport à l'armée. Il va devenir le premier expert par rapport aux questions militaires. Il va pouvoir s'exprimer en raison du fait qu'il est donc commandant de corps et de division. Il va rester commandant de corps jusqu'en 1914, élection en tant que général. Ensuite, il est professeur en sciences militaires à l'EPF de Zurich et ensuite il va devenir aussi rédacteur en chef de la revue militaire générale de la Suisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou souhaiter de plus pour pouvoir prendre une pleine influence sur toutes les questions militaires? La loi sur la réorganisation de l'armée de 1907 est adoptée et par ce fait même, Villet ne va pas rester la seule figure importante de l'armée suisse, mais il va devenir la voix la plus dominante en matière militaire en Suisse. Il faut comprendre que Villet est aussi un grand lecteur qui entretient des relations étroites avec l'Allemagne, avec le général von Schlichting, qui était un grand modernisateur de la stratégie militaire. C'est un sujet qu'il faut encore traiter scientifiquement, ça se fera certainement encore. Il ne faut pas oublier non plus que Villet s'est constitué une large bibliothèque militaire et il est représenté aussi donc avec cette collection à l'Académie militaire. Sa collection porte uniquement sur des ouvrages allemands. Je n'ai rien trouvé de francophone dans la collection de Villet. Donc il est très lié à la pensée militaire allemande, bien sûr. Ensuite, en 1914, eh bien, intervient donc la première mobilisation générale de l'armée suisse, la première de l'histoire suisse depuis 1291. Avant, il n'y avait eu que des mobilisations partielles. Et maintenant, donc, il y a en 2014 la première mobilisation générale de la Suisse. C'est une chose très particulière qui va se passer parce qu'il y a deux candidats au choix. D'une part, M. von Sprecher, chef de l'état-major général, c'est cet officier très grand. À son côté, Villet, qui était déjà assez corpulent depuis sa jeunesse. Il faut savoir que le Conseil fédéral ne veut cette fois-ci élire Villet en tant que général, mais le Parlement n'en veut pas. Alors, les libéraux dans le Parlement, mais la fraction de gauche et même la fraction conservatrice du Parlement préfèrent von Sprecher. Pourquoi?
parce que von Sprecher, eh bien, n'avait pas cette carrière un peu contradictoire de Villers et qu'il était un excellent officier à l'état-major général. Au moment de l'élection du général, il était évident que von Sprecher serait élu. Ça se voyait au vu donc des majorités au Parlement, mais, et c'est probablement dû au conseiller fédéral Hoffmann de Saint-Gall de l'époque, eh bien, Ulrich Wille va probablement, sur l'entremise de Hoffmann, se rendre l'après-midi de l'élection, du jour de l'élection, dans l'appartement de M. von Sprecher pour lui dire « Tu es le meilleur chef de l'état-major et moi je suis le meilleur général ». Alors qu'il faut savoir que von Sprecher aurait pu faire les deux choses. Von Wille n'a jamais été chef d'état-major, il n'a jamais été chef de l'état-major général, mais il faut savoir que von Sprecher accepte la proposition de Wille en décidant de renoncer à cette élection en tant que général. Donc on revient au Parlement et cela ouvre la voie pour que Wille accède au généralat, ce qui est encore un état de fait très particulier. Mais ça fait partie de ce parcours de Ulrich Wille qui a toujours dit qu'il a dû lutter pour tous ses succès au sein de l'armée. Il a toujours dû lutter pour pouvoir avancer au sein de l'armée suisse. Ce qu'il disait n'était pas sans fondement. Ensuite intervient la mobilisation générale qui avait été préparée par von Sprecher, tout d'abord par donc une planification de la mobilisation, parce que l'armée suisse, même avant, à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ne pouvait pas directement intervenir, bien sûr. Il fallait d'abord donc prononcer la mobilisation, ensuite procéder à la planification de cette mobilisation. Vous voyez ici cette planification en 2014 avec donc une position prédominante en Jura parce qu'il y avait des combats en Alsace, mais il a fallu ensuite très peu réviser ce plan avec quelques petites retouches. Ce plan de mobilisation est resté en vigueur jusqu'en 1918, pardon, et il y a eu bien sûr donc des services de 3 semaines avant la prise de la relève par les suivants, ce qui a fait que Ulrich Wille n'a jamais, pendant ces 4 années de guerre, signé un seul ordre opérationnel parce que c'était von Sprecher qui était responsable du volet opérationnel. Ça, c'était son job à lui, alors que Ulrich Wille suivait donc ses principes de longue date. Il voulait influer sur l'aptitude à la guerre des soldats suisses. Il voulait influer sur la qualité, le niveau de l'armée et des officiers suisses, ce qui restait son cheval de bataille depuis toujours. Vous connaissez cette photo, bien sûr, le voilà en tant que général. Il est intéressant de noter que dans les années 1914 à 16, il a fait comme 10 ans après lui, eh bien, il est allé visiter les gouvernements cantonaux et le plus souvent, il était accueilli avec beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'enthousiasme par la population cantonale. Une chose qui a changé à partir de 1917, bien évidemment. J'aimerais quand même vous citer une petite anecdote. Il arrive à Neufchâtel sur invitation du gouvernement cantonal et le gouvernement, une délégation de la Sagne, dit à Ulrich Wille, eh bien, nous vous invitons à aller à la Sagne avec vous l'après-midi puisque c'est votre lieu d'origine, puisque les ancêtres de Wille s'appelaient, oui, ils étaient originaires de la Sagne et donc on a voulu qu'ils puissent retourner à la Sagne. Vous voyez de jolies photos de l'accueil qu'on a préparé à Wille à la Sagne, son lieu d'origine. Il se présente en cabriolet, donc il raconte à sa femme par écrit que la fanfare du village avait mal joué et pourtant l'accueil avait été gentil. On lui avait remis un bouquet de fleurs des champs. Et ensuite suit dans cette lettre un passage que je trouve très agréable
parce qu'il faut savoir que Villers adressait presque tous les jours une lettre à son épouse. C'est magnifique parce que cela nous donne beaucoup d'informations sur sa vie. Et il dit, eh bien, il était tellement sous le coup de l'émotion qu'il a dû donc se saisir pour pouvoir prononcer quelques mots en français. Alors, William n'avait appris le français qu'à l'école. Et il y a des sources qui prétendent que son français était très basique et qu'il ne parlait pas mieux le suisse allemand. C'était là encore un reproche que l'on avançait contre Villers. On disait que Villers ne maîtrisait que l'allemand standard de l'Allemagne, ce qui n'était pas tout à fait juste, mais néanmoins, donc au sens propre du terme, le suisse allemand ni le français n'était sa langue maternelle. Voilà une autre image de Villers, c'est une photo rare que j'adore. Pourquoi? Parce que elle montre Villers, pas dans le cadre d'une réception officielle, mais Villers avec ses troupes. Et je pense que cette photo exprime un autre élément lié à Villers. Villers qui n'était certainement pas méchant, mais qui avait un côté, comment dire, peut-être peu léché. Il est là avec sa troupe, bataillon appenzellois, et il est clair qu'il aimait mieux porter la blouse que l'uniforme. Vous voyez que le commandant du bataillon porte l'uniforme officiel, alors que Villers, typiquement, portait uniquement une blouse. Donc il était un peu revêche, si vous voulez. Il avait des épines. Alors, pendant le service actif entre 1914 et 18, un service actif qui se prolongeait. Et que faisaient les troupes? On avait beaucoup fait d'exercices, bien sûr, et on a critiqué aussi cette façon donc de faire des exercices en Suisse, une critique qui émanait souvent des milieux de civils, avec une opposition contre l'armée et contre Villers, qui a fait l'objet donc d'attaques personnelles. On lui reprochait d'aimer la bonne chair surtout et avant tout. Il était corpulent, c'était juste, mais donc a surgi à nouveau une ambiance qui était très critique vis-à-vis de Villers. D'une part, le Nebelspalter, c'est une revue satirique de Suisse alémanique. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire ceci. Grimm, qui était donc le leader de la gauche, prétendait que Villers n'arrivait plus à nettoyer ses propres chaussures. Il voulait que les officiers puissent, au lieu de s'attabler à une table, manger dans leur gamelle. Vous voyez, donc il y a une ambiance négative pour Villers qui surgit à nouveau. Et on dit donc que le bon esprit traditionnel suisse devait reprendre le dessus au sein de l'armée suisse, et on continuait de reprocher cette orientation vers l'esprit trop prussien qu'on reprochait donc à Villers. En 1918, ensuite, Villers s'est vu confronté à l'un des plus grands défis de sa carrière. Pourquoi? Parce que pendant l'été de 1918, bien sûr, eh bien, s'est constitué un comité d'organisation qui a prononcé des revendications politiques en raison du renchérissement de la vie en Suisse. Le gouvernement suisse, le Conseil fédéral suisse a échoué au niveau de financement du service actif sans prendre de mesures pour contrecarrer l'inflation, donc le renchérissement, ce qui a créé une mauvaise ambiance en Suisse parce qu'il n'y avait pas de prestations complémentaires. En Suisse, à l'époque, il existait, oui, des soutiens d'urgence, mais dans le canton de Schwyz, on disait aux paysans qui n'avaient plus rien à manger, bien, allez voir les fermiers à côté pour voir s'ils peuvent vous donner quelque chose à manger. Donc, cela suscitait bien sûr des critiques. C'est une situation très difficile.
Ce qui a fait qu'il y a eu la grève générale en Suisse. Et cette situation était liée aussi à donc, des mesures des services d'ordre et des ordres correspondants. Le comité de gauche a dit que si les revendications n'étaient pas donc respectées, eh bien, il y aurait donc une grève générale. Qu'est-ce que ça pouvait dire? Ça pouvait dire qu'on allait devoir négocier avec le Conseil fédéral, mais ça signifiait aussi que telle grève générale pouvait devenir une véritable révolution. N'oublions pas la révolution russe de 1917. Et on a vu à l'époque ce qui se passait en Russie. Et ensuite, on suivit pendant l'été la planification au niveau du Conseil fédéral et de l'état-major général en vue donc de pouvoir contrecarrer cette menace d'une grève générale. Il y a eu différentes possibilités. L'état-major général a dit nous allons donc mobiliser beaucoup de soldats et Villet a dit non, il faut. Le Conseil fédéral voulait prendre des mesures préventives. Le hotspot était à Zurich et donc Villet a dit qu'on pouvait mobiliser la cavalerie à Zurich pour qu'elle puisse donc traverser la ville et ensuite donc on pouvait les faire rentrer à la maison. Mais il y a eu un fait malheureux qui s'est présenté. Voilà, illustré par cette photo. Il s'agit donc d'une décision très problématique du Conseil de l'État de Zurich qui craignait donc la violence. Et c'est pourquoi donc le gouvernement du canton de Zurich est allé se réfugier dans la caserne zurichoise et elle s'est fait protéger par l'infanterie de Zurich. Vous voyez donc l'infanterie devant la caserne de Zurich. Et cela, donc, si vous voulez, a été une présence assez modérée et pourtant d'un régiment, présentation de régiment de l'infanterie du canton de Zurich dans la ville de Zurich. Et je dois dire que le comité d'action de la gauche de Zurich a bien réagi, si vous voulez, et a dit qu'on allait organiser une grève en guise de protestation. Et donc finalement, le Conseil fédéral a décidé de surprendre les milieux grévistes par une présentation massive de troupes. C'était un samedi. Et à l'époque, on travaillait le matin du samedi. Et ce samedi était organisée cette grève de protestation. Qu'est-ce qui s'est passé alors? À Zurich, il existe des groupements d'extrême gauche issus des milieux des travailleurs qui ont décidé de continuer de faire la grève au-delà de cette grève de protestation. Et Grimm et son comité étaient sous pression pour déclarer la grève générale qui a donc été déclarée et ensuite intervenue justement donc cette présentation massive des troupes avec environ 100 000 soldats, une grève générale qui a perduré pendant 3 jours. Et je pense pouvoir prétendre que c'était surtout von Sprecher qui était ici le dirigeant de cette opération. On peut dire aussi que d'une part, cette grève générale, et vous voyez ici cette photo, vous voyez les cavalléristes sur le Paradeplatz de Zurich avec la Kreditanstalt au fond, bien visible, et vous voyez effectivement que cette place était occupée par les grévistes. Et il y avait des querelles à Zurich. Les jeunes grévistes eh bien, lançaient des petits pétards contre les cavalléristes, etc. Mais à Zurich, néanmoins, il n'y a pas eu mort d'homme. Rien de ce genre. Et en principe, on peut dire pour Zurich, Grange, c'est une autre question. Là, il y a eu des morts, effectivement, qui étaient donc tués par les services de l'ordre. Mais vous voyez qu'à Zurich, c'était assez paisible. Les grévistes étaient dans la rue, ils lisaient les papillons. Et c'était donc une chose qui n'est pas très dramatique. Mais ce qui s'ensuivit est la chose suivante, à savoir que la grève générale
était aperçue comme une tentative de révolution bolchevique. Vous voyez ici donc un bataillon turgovien. Et vous voyez justement que c'est intitulé donc Mobilisation contre les bolcheviks, Zurich, novembre 1918. Finalement, donc la recherche là-dessus est controversée quant aux résultats ou la véracité de cette attaque bolchevique, mais il faut dire que les milieux de gauche zurichois étaient tellement surpris par cette mobilisation des troupes qu'ils n'auraient rien pu faire, mais pourtant, ex post, donc, cette grève était interprétée comme émanant des milieux bolcheviques. Ça a été des conséquences. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1918, l'armée suisse, jusqu'au début des années 30, a dû traverser une période très difficile. La gauche eh bien, ne voulait plus soutenir l'armée en rejetant tous les budgets voués à l'armée. Et ensuite, il y a eu le Conseil fédéral de Zwinger. Et ensuite est intervenue, bien sûr, donc la menace du fascisme allemand qui a fait que la gauche est revenue dans les rangs de l'armée, si vous voulez, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Willet a dû faire front à cette situation et après donc cette menace d'une grève générale, von Sprecher a affronté le comité de la gauche en leur disant « Arrêtez, autrement on va vous arrêter ». Et c'est sur ces paroles que le comité de gauche a décidé d'arrêter la grève générale. Et vous voyez ici le quai Général Guisan avec cette marche militaire et vous voyez Ulrich Willet, déjà assez âgé, derrière lui le commandant Sonderegger, commandant de la place d'armes, qui est ensuite devenu le chef de l'état-major général. Alors pour von Willet, les années 1917 à 18 étaient une période riche en défis, en difficultés, une période pendant laquelle, eh bien, Willet a trouvé son poste de général bien amer. Il est fort de le dire. J'arrive à mes conclusions. Donc, le généralat a dû être obtenu par von Willet par une certaine lutte. Il a dû se battre pour devenir général. Alors, il y a eu la mobilisation générale avec donc une certaine fatigue qui s'installait parmi les soldats, le renchérissement, l'inflation, et il y a eu effectivement des voix qui s'élevaient des différents milieux politiques qui voulaient une démobilisation des troupes. Et ensuite, en 1917-18, il y a eu donc ces actions de protestation. À partir de 17, il y a eu les grèves locales pour s'opposer au mauvais niveau salarial. Ensuite, il y a eu donc aussi cette grève générale et une mobilisation des troupes en 1918. Donc, cette mobilisation préventive, là encore, on a décidé de prévenir les émeutes et c'est pourquoi on a mobilisé ces troupes en raison d'une situation très spécifique où simplement le ton montait en Suisse et finalement on a maltraité Willet, on n'en a pas assez remercié dans le Parlement suisse. On voulait simplement lui payer la solde de retraite d'un commandant de corps. Il n'était pas d'accord, il s'est insurgé contre cette injustice. Et il faut quand même dire que ça a, sa fonction de général a fait qu'il était vu sous une lumière négative souvent par les milieux politiques et je dois dire que ça a aussi jeté une ombre sur ses mérites militaires. Moi, depuis des décennies, j'essaie de contrecarrer donc justement cette image négative de Willet et j'essaie de le faire en français. J'ai rédigé un petit bouquin sur Willet qui a été publié aussi en version allemande. Vous pouvez l'obtenir pour 18 francs suisses au fond de la salle. Et maintenant, vous avez la parole pour la critique. Merci de votre attention, mesdames et messieurs.